Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très contente de vous accueillir pour finalement vous présenter mon top 10 de mes meilleures lectures 2021. Il est un peu tard, je le sais, mais j'ai pas eu le temps de le tourner avant puisque, comme je l'ai expliqué sur Instagram, je terminais mon cours de marketing. Alors maintenant qu'il est terminé, on peut le mettre de côté et se concentrer sur ma chaîne. Sauf que là, j'ai pas lu autant que d'habitude. Si je me fie à mes statistiques, c'est quand même pas si pire parce que j'avais pour objectif d'en lire 36, donc 3 par mois, mais finalement j'en ai lu 43. Donc c'était quand même au-delà de mes attentes. J'aurais lu un total de 10 338 pages avec une majorité de titres en français à 84%, dont 58% de livres québécois. 47% étaient des romans, 26% des livres pratiques et le reste était soit biographie classique, jeunesse ou BD. Alors, c'est ce qui fait le tour de mes statistiques. C'est quand même pas super parce que janvier, j'ai eu un total de 1 livre et il était 2 bols de riz seulement. Alors, si vous voulez voir mon top 10 des meilleures lectures de mon année, je vous invite à rester avec moi. Pour que ça aille plus vite, je vais pas faire des énormes résumés sur chacun d'entre eux. Premièrement, parce qu'il y en a que ça fait longtemps que j'ai lu et que je ne me souviens plus, mais également parce que pour la plupart, j'ai déjà fait une critique consacrée. Je vais tout laisser les liens, si c'est le cas, dans la barre de description. Alors, en 10e position, une petite lecture légère, People We Meet on Vacation par Emily Henry, que j'avais entendu des bons mots sur cette autrice-là. Elle a écrit, entre autres, Beach Reads, que j'ai pas encore lu, mais que j'aimerais lire. Puis il y en a un autre qui s'en vient en 2022, je pense au mois de mai également. C'est toujours là des histoires légères, d'amour, vraiment cute, un petit peu autour du livre, donc c'est assez pour me gagner. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui était le fun, c'est que je l'ai lu en vacances. Évidemment, j'étais au Québec. Ça raconte quoi cette histoire-là? En fait, c'est le classic trope des Friends to Lovers. Donc, c'est assez classique. On ne sait pas pourquoi ils sont jamais ensemble, mais il y a une raison qu'on va découvrir un petit peu plus tard dans l'histoire. Puis évidemment, c'est un couple d'amis qui s'entendent vraiment bien, qui se choisissent toujours en fait pour aller en vacances ensemble, puisque son emploi, elle, c'est d'être journaliste pour le touriste. Puis donc, ils vont avoir plusieurs anecdotes amusantes ensemble en voyage. Je l'avais lu aussi avec le livre audio, si je me souviens bien, puis j'avais bien apprécié l'expérience. Pendant les moments où je me déplaçais en voiture, ça passait super vite, puis c'était bien agréable avec quelques petites phrases super cute. Ensuite, en 9e position, il y avait Les Ratés par Tania Baladi, publié chez Québec Amérique. J'étais très surprise de voir ce titre-là dans mon top 10, mais c'était un gros coup de cœur jeunesse pour moi. Il s'agit d'une histoire qui met en scène Simone, une jeune fille très talentueuse en dessin, mais qui est jamais assez satisfaite parce que ses dessins pour elle ne sont pas parfaits. Puis elle va rencontrer un adulte qui va essayer de lui faire comprendre que dans l'imparfait, il y a du beau, puis essayer d'exploiter ça au lieu de le voir comme une faiblesse. Donc j'avais trouvé ça super renversant, impressionnant pour le public cible. Puis c'est un livre que je voulais absolument pour ma fille parce que si elle est comme moi, qui aime vraiment tout ce qui est artistique, tout ça, je suis du genre à acheter mon dessin si je suis pas satisfaite. Puis c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est aller plus loin, puis essayer de trouver une façon de rendre ça beau, même si c'est pas beau du premier coup. Alors, si vous avez des jeunes artistes en herbe, pourquoi pas essayer ce livre-là que j'ai beaucoup apprécié, dont les illustrations étaient bien évidemment super magnifiques avec un souci du détail. Ensuite, en 8e position, il fallait que j'aille une de mes autrices préférées, dont j'étais vraiment très contente qu'elle nous revienne avec un nouveau roman suite à sa série qui avait super bien fonctionné, Baby Boom. Il s'agit de José Bournival avec Principe physique du cœur humain, un roman vraiment magnifique qui m'enseigne 4 personnages, qui est quand même très différent de Baby Boom, si vous l'avez connu, mais pas au niveau de la plume. Ça, c'est resté pareil au niveau de, on passe dans la tête d'un personnage puis on va à l'autre, ça se termine sur un mini punch. Ça, j'ai adoré ça. C'est une des choses que j'aimais le plus, en fait, de cette écriture-là parce que je la retrouvais nulle part ailleurs, puis ça filait vraiment comme si on écoutait une émission de télé, puis on suivait plusieurs personnages, puis ça s'entrecroise. Donc, vraiment super intéressant. Plus précisément, on va suivre le quotidien de Rose, une veuve qui vit dans un centre de personnes âgées et qui glisse doucement vers la démence. Il y a Pierre qui est un enseignant de sciences au secondaire qui a de la misère à tisser des liens avec sa jeune adolescente qui va faire les auditions de La Voix. Ensuite, il y a Lou qui a seulement 9 ans mais qui fait preuve d'une intelligence émotionnelle hors pair et qui malheureusement se fait intimider à l'école. Et finalement, il y a Kathleen, une mère monoparentale de 4 enfants qui a vraiment de la misère à joindre les deux bouts, donc qui va faire plusieurs petits boulots mais qui croit quand même encore au prince charmant.
C'est une histoire qui a pour thème la solitude, donc on la voit sous différentes formes, tout ça animé par les principes physiques de l'univers qui peuvent s'appliquer aux relations humaines. Donc si vous avez le goût de lire une histoire tout en légèreté, mais aussi très crédible, ça c'est une des choses que j'aime beaucoup à propos de Josée Bournival, c'est qu'elle va pas aller vers la facilité dans le sens on aimerait tout que tel personnage soit ensemble, mais elle a une intégrité artistique qui fait en sorte que si pour elle ça fait pas de sens ou que ce serait plus crédible d'aller ailleurs, elle va le faire. Donc ça, c'est quelque chose que, malgré que j'aurais voulu autre chose, elle est vraiment à l'écoute de ses personnages et à l'intégrité de l'histoire qu'elle veut raconter. Ensuite, un autre auteur préféré, il y en a plusieurs sur cette liste-ci. Donc, Flo de Patrick Sénécal, un roman qui m'enseigne une petite fille de 9 ans qui s'appelle Flo. Je pense qu'elle a 9 ans, 8 ans. Puis elle va écrire un journal intime sur les choses qui se passent dans son quotidien. C'était vraiment très entertaining. J'ai trouvé ça le fun que l'écrivain ait essayé de se mettre au défi puis de se plonger dans la tête d'un si jeune personnage. Justement, je me suis dit, à cause de cette contrainte-là, est-ce qu'il va y avoir moins de meurtres? Ça va-tu être moins sanglant vu la situation et le contexte? Mais non, j'ai pas été déçue. Il fallait que ce soit quand même assez crédible. Donc le début était assez relax, si jamais vous attendez à beaucoup. Mais je trouve que le reste est bien déployé. Puis je trouvais que la manière que la chronologie était faite, donc on nous ramenait au présent avec l'intrigue, puis après on se projetait dans le passé avec ses anecdotes et comment elle a vu la scène. Ça rendait tout ça très tendu. Puis j'étais vraiment une petite boule. Puis j'étais très stressée quand je lisais le livre. En fait, c'est ce que je me souviens le plus de ma lecture, à quel point j'étais terrifiée quand je le lisais. Alors ouais, un gros 100% pour l'expérience lecture, mais ça c'est moi, tu sais, je suis quand même assez peureuse dans la vie, puis je lis pas du tout d'horreur à part Patrick Sénécal. D'ailleurs, ça c'est un petit peu plus thriller que horreur. Puis c'est ça, si jamais vous voulez lire un nouveau Sénécal, j'ai vraiment pas été déçue par celui-ci, donc je vous le recommande chaudement. Ensuite, j'étais dans le mood au début de l'année de lire un thriller judiciaire. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis comme je l'ai déjà mentionné, John Grisham, je l'aimais beaucoup au début, sauf que là, il est allé plus dans le thriller que dans le judiciaire. Puis moi, c'est le judiciaire qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai été vers Michael Connelly, qui est très doué pour ça, avec The Gods of Guilt. Je sais pas si ça vous dit quelque chose de film Lincoln Lawyer avec Matthew McConaughey, mais c'est ça, c'est dans la même série avec le personnage principal de Mickey Haller qui va reprendre son rôle d'avocat de la défense. Puis dans ce cas-ci, c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment une suite. Je l'ai trouvé usagée, donc j'ai pas vraiment suivi la suite, puis c'était pas grave, même s'il faisait des petites références. Bref, j'ai vraiment bien aimé celui-ci. J'ai aimé tous les détails boring de comment c'est être un avocat en Californie pour vrai, quand tu cherches du travail, quand tu as telle technique, quand les règles sont un petit peu plus décrites que quand c'est dans un film qu'on veut aller plus vite ou qu'on triche un peu. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça pour ça. C'est exactement ce que je recherchais. Et j'ai beaucoup apprécié l'intrigue parce que la personne qui souhaite défendre, ça se trouve être quelqu'un qui connaît. Puis je pense que c'est pas mal toujours ça avec Conley, de ce que j'ai pu voir. Donc, il va toujours s'arranger pour que ça aille un petit peu plus loin que seulement les enjeux. Est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il est innocent? On va aller plus loin en mettant des liens pour dire que l'avocat connaît vraiment les victimes ou les personnes qui sont accusées. Donc, il va vraiment faire un extra step pour essayer de les sauver. Donc, j'ai vraiment bien aimé ça. Surtout, tout le concept autour de Gods of Guilt. Donc, c'est qui les juges qui vont vraiment décider de la culpabilité ou de l'innocence des personnes qui sont en procès. Donc, j'ai bien aimé le concept un petit peu plus développé que seulement un simple procès. Ensuite, on est rendu dans le top 5 et je pouvais pas passer à côté de Heartstopper que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Les deux derniers tomes étaient vraiment super bons. Je trouve pas qu'elle étire la sauce pour étirer la sauce. Au contraire, il y a quelque chose de toujours le fun et qui évolue dans sa série. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé le voyage de la classe. Ça me rappelait quand je faisais des voyages avec mon secondaire également. Puis les deux personnages aussi de Nick et Charlie sont vraiment trop cute comme couple. Je trouve ça le fun qu'ils essayent de se découvrir non seulement eux-mêmes, mais également eux dans la relation avec l'autre personne. Donc, je trouve ça vraiment trop mignon. Il y a des belles phrases, il y a une belle morale. J'aime qu'ils rendent tout ça aussi normal. Puis juste un contexte aussi qui veut un petit peu expliquer, mais en même temps, il explique que ça s'explique pas. Wow, je sais pas si je vous ai perdu. Trouver son orientation sexuelle, c'est vraiment pas facile. Puis de voir toute cette confusion-là, qui ont la misère à mettre des mots dessus, puis qui cheminent là-dedans, qui veulent pas trop s'étiqueter parce qu'ils veulent vraiment comprendre
ce qu'ils ressentent à quelque part. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super bon, très bien expliqué, très accessible justement pour les adolescents, aux jeunes adultes qui soit essayent de se comprendre eux-mêmes ou quelqu'un d'autre qu'ils connaissent. Bref, selon moi, ça vaut vraiment le hype. Ensuite, un récent coup de cœur que j'ai lu très rapidement, il s'agit de Moxie par Jennifer Mathieu. Une histoire vraiment excellente qui se passe au Texas où le football, c'est très, très, très important. C'est comme quasiment une religion. Tout le monde va voir les matchs, même si ça leur tente pas, ce que j'ai trouvé très étrange. Le personnage de Viviane, qui est au secondaire, va être inspiré par les souvenirs de sa mère, qui avait un très gros passé d'activiste influencé par le mouvement de Riot Girls dans les années 90. Puis elle va décider de faire des changements dans son école secondaire pour rendre la vie un petit peu plus tolérable, mais aussi juste parce qu'elle se rend compte qu'il y a énormément d'injustices faites aux femmes. Puis là, elle va lancer des zines. Je sais pas si c'est zine ou zine, mais je pense que c'est zine pour magazine qui vont vraiment encourager les filles à entrer dans ce mouvement-là, à prendre parole, à découvrir leur pouvoir, à essayer de mettre un terme aux injustices, puis à juste faire quelque chose pour dire « Hey, on est là, puis on est capable, puis on se laissera pas faire ». Puis c'est une histoire que j'aimerais relire plus tard ou même la laisser à ma fille pour qu'elle puisse la découvrir, pour qu'elle puisse être vraiment influencée positivement par ce genre d'histoire-là qu'on a besoin. Parce que je veux qu'elle ait des bons modèles de rôles féminins forts. Et bien évidemment, j'ai vu la version adaptée par Netflix et je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Je vais vous laisser la vignette juste ici. Alors, une très 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 bonne lecture, je vous la recommande fortement. Dans la même thématique que ma recommandation précédente, il fallait que je vous parle de Mr. Big ou la glorification des amours toxiques par India Desjardins, publié chez Québec Amérique. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet essai qui parlait vraiment de l'influence que les comédies romantiques ou les histoires de fiction en général pouvaient avoir sur notre perception de nos relations, de comment on se laisse traiter, de comment on accepte certaines choses, comment on perçoit certaines choses en rapport avec nos relations amoureuses, mais aussi notre estime personnelle. On n'a pas besoin d'avoir vu toute Sex and the City pour pouvoir lire ce livre-là. Elle résume les scènes qu'elle a besoin, puis le reste, c'est superflu. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça, surtout la grosse portion où elle défend la fiction, comme quoi, oui, des fois, c'est mal utilisé par certaines personnes parce qu'ils vont raconter d'un point de vue qu'ils ont dans leur tête sans vraiment faire de recherche, mais ça reste que c'est quand même un véhicule très intéressant. Faut juste faire attention au prisme par lequel on va raconter notre histoire. Bref, c'est une forte recommandation que je compte relire dans quelques années pour voir si on a fait du chemin, s'il y a des choses qui ont changé, s'il y a des œuvres que maintenant je pourrais associer comme des bons exemples, même si je sais qu'elle fait pas la liste nécessairement de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, mais juste pour qu'on ait de meilleurs modèles à montrer à la prochaine génération. Et finalement, on est rendu à la position numéro 2 et 1, puis sérieusement, ces deux autrices-là, elles pourraient toutes les deux gagner la première place, parce que si vous regardez mes précédentes listes, c'est toujours ces deux autrices-là qui s'alternent la première place. Donc en deuxième place, Marie Demers avec Leslie. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui continue où ce que la précédente nous a laissé, puis tant mieux parce que ça finissait sur un gros cliffhanger. Dans Leslie et Coco, on apprend à découvrir la relation entre les deux amis, comme quoi c'est pas toujours facile d'être ami avec quelqu'un, puis leur correspondance était vraiment délectable à savourer. Puis dans ce cas-ci, on va se concentrer juste sur le personnage de Leslie, comment elle a de la misère à surmonter l'épreuve qui lui est arrivée dans le premier roman, mais également tout ce qui est autour de son trouble alimentaire. Donc elle va rencontrer des psychologues. Puis ça, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup appréciée de ce livre-là, c'est qu'on le dit pas assez souvent, mais si vous voulez parler à quelqu'un, un psychologue ou tout ça, puis que ça fonctionne pas après la première séance, c'est plate à dire, mais magasiner. Si ça clique pas avec une personne, vous n'êtes pas obligé de continuer avec celle-là. C'est tellement dur de trouver une personne qui nous comprend que c'est correct de changer jusqu'à temps qu'on trouve la bonne personne qui va vraiment pouvoir nous comprendre et nous aider à avancer. Donc bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là qui était dur à lire quand même à cause de certains trucs qui faisaient écho dans mon propre passé, mais également parce que c'était écrit avec tellement d'intensité dans les émotions, je dirais. Puis vers la fin, encore une fois, je vous préviens, on est laissé sur un cliffhanger. Donc j'ai super hâte de lire le troisième livre qui va sûrement s'appeler Coco. Et finalement, on est rendu à la première position qui met en scène, bien entendu,
Marie-Christine Chartier avec La floraison des nénuphars. Tellement un beau livre. Je trouve qu'elle en publie un à chaque année, mais la qualité ne se dégrade pas. Au contraire, je trouve qu'elle prend de l'expérience puis elle va de plus en plus loin. Comme par exemple, celui-ci, c'est la suite de L'allégorie des truites arc-en-ciel. Puis on va suivre la suite de ce qui se passe entre le couple de Max et de Camille. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça d'ailleurs parce que souvent, le gros de l'histoire, c'est toujours le chase, donc le will they, won't they, puis à la fin, c'est comme, OK, ils sont ensemble, il n'y a plus rien à dire, fait que ça l'arrête là. Mais celui-là, ça va plus loin. Puis ça se trouve à être, je pense, la grande majorité des histoires d'amour dans la réalité. Comment on fait pour que ça dure? Qu'est-ce qui se passe quand les deux personnes sont plus sur la même longueur d'onde ou qui prennent des directions différentes? Est-ce que c'est mieux de s'accrocher ou de laisser l'histoire aller? C'est ça qui était le fun, c'est que les deux personnages sont rendus ailleurs dans leur vie, puis ça fait en sorte qu'ils ont des buts différents. Est-ce que ces buts-là sont rendus incompatibles avec leur partenaire? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un gouffre qui s'est creusé entre eux deux? Puis comme j'ai déjà décrit La plume de Marie-Christine Chartier, c'est des observations si simples mais si vraies, qui sonnent si justes. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture-ci. Puis il paraît que sa prochaine, c'est sur un sujet qu'elle avait en tête depuis vraiment longtemps, puis là, elle a décidé de le mettre sur papier, donc j'ai super hâte de lire ça. Donc, ma position numéro 1, top recommandation. Alors, en résumé, des 42 livres que j'ai lus en 2021, celles-ci étaient mes 10 meilleurs que j'ai à vous recommander. Si jamais vous avez déjà lu un de ces titres, laissez-le moi savoir dans les commentaires pour qu'on puisse en parler. Puis sinon, abonnez-vous pour plus de contenu sur le fabuleux monde des livres. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!